AFC Inside, bienvenue dans ce nouvel épisode. On s'intéresse aujourd'hui à un match particulier pour Valenciennes, puisque les Rouges et Blancs accueillent Orléans, mais contrairement à d'habitude, c'est jour de match le samedi. Vous le savez sans doute, ce match sera tourné autour de Toyota, un partenaire du club, une usine de référence dans le Hainaut. Elle fête ses 25 ans cette année à Onnain. Bonjour Théo. Bonjour Emmanuel. Alors, c'est donc au cœur d'une ambiance assez particulière que ce match va se vivre aujourd'hui. Oui, 31 janvier 2001, la première Yaris sortait de l'usine Toyota à Onnain. Et 31 janvier 2026, match anniversaire avec le VAFC. C'est plutôt logique cette connexion entre deux acteurs majeurs du territoire du Hainaut, un club de football fédérateur et la première entreprise privée du secteur. Ce match, cette date et donc cet événement, tout était déjà anticipé depuis plusieurs mois. Écoutez Johan Godin, le directeur général du VAFC. Pour nous, c'était même identifié comme un événement phare de notre saison. On était ravis de pouvoir le faire autour d'un match de foot. Donc bien évidemment, il y aura le sujet de rendre tout le monde heureux avec la victoire du AFC, on l'espère bien. C'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir animer le stade autrement, d'avoir une très belle affluence sur ce type de match-là et surtout de répondre à une demande de Toyota qui, comme a été expliqué par Rodolphe, cette volonté de ne pas le faire uniquement au niveau de l'usine avec ses salariés, mais de s'ouvrir au territoire. Et quand ils nous ont parlé du projet, bien évidemment, on a sauté sur l'occasion pour les accompagner sur cette partie-là. Bon, dites-nous tout Théo, que sera donc proposé pour ce match spécial ? Eh bien, un thème dominant, surtout le Japon. La communication du VFC a débuté depuis plusieurs semaines. Les joueurs dessinaient ou des écritures façon manga sur les réseaux sociaux et c'est d'autant plus logique cette année avec le maillot édition Olive & Tom qui est assez spécial cette année. Et c'est donc tout un mélange autour de la tradition japonaise, du football et de l'ancrage local qui sera proposé ce samedi. Et avec des animations ? Oui, beaucoup d'animations évidemment avec un match donc à 17h30. L'heure change et c'est important de le noter. Mais l'objectif du VFC, c'est d'attirer le public bien avant autour du stade du Hainaut. Dès 16h, 3 parvis seront animés avec une expo sur la Yaris, Toyota, des animations sur la culture Japon, des dragons, des tatous, du maquillage, et notamment la présence aussi de l'influenceur et humoriste nordiste Justin The Kid, et la fête aussi pendant le match, on l'espère déjà par le jeu du VFC, mais aussi à la mi-temps, et enfin le spectacle de clôture au coup de sifflet final. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a cet événement entre le VAFC et Toyota ? Alors, on l'a dit, ce sont deux acteurs majeurs du territoire, surtout Toyota voulait inclure le plus de monde dans cet anniversaire de son usine nordiste. Écoutez Rodolphe Delaunay, le président de Toyota Motor Manufacturing France. Oui, on veut une fête populaire, absolument. Et on ne voulait pas la faire qu'entre nous. On aurait pu la faire entre nous. On aurait pu faire une journée des familles au sein de l'usine, comme on l'a fait par le passé. Mais on voulait vraiment s'ouvrir et le VAFC s'y prêter. C'est un de nos partenaires majeurs. Et c'est au travers du foot qu'on va associer le plus grand nombre, ces fédérateurs d'émotions, de joie et ces rassembleurs. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire dans la bonne humeur et dans la bienveillance. Toyota et le VFC sont partenaires, surtout en 2024, le constructeur est revenu comme sponsor maillot du club, 20 ans après un partenariat entre les deux. La connexion continue malgré les remous et les difficultés sportives autour du club valenciennois. Le contrat, lui, est engagé jusqu'en 2028. Déjà, ne serait-ce que la marque, Toyota, quand on est dans le milieu du sponsoring, c'est quand même une très belle marque, c'est le numéro 1 mondial, donc on s'associe, on a beaucoup nous d'humilité d'ailleurs par rapport à ça, parce qu'on s'associe avec le numéro 1 mondial, et donc ça nous donne aussi beaucoup d'ambition, ou quelque chose à essayer de faire ce qu'ils font très bien, d'essayer de le faire aussi bien qu'eux, et eux c'est un travail aussi avec beaucoup d'humilité pour y arriver, donc ces valeurs-là on les retrouve, et donc on est ravis de pouvoir les avoir comme partenaire principal du club. Alors Théo, Toyota, aujourd'hui, ça représente quoi dans la région ? Eh bien, c'est un mastodonte dans l'industrie nordiste. Près de 5000 salariés, la barre des 5 millions de voitures a été dépassée en 2024 et Jean Duquesne a pu visiter justement cette usine juste avant cet anniversaire. Son reportage tout de suite. C'est une bobine d'acier d'une dizaine de tonnes qui, en quelques heures, se transforme en cette voiture flambant neuve. Avant ce résultat, il faut dérouler l'acier, l'aplatir, le découper, un travail millimétré. 4 outils qui viennent successivement former dans un premier temps, puis découper et ajourer certains trous. Là, on peut voir forcément pour les phares, pour la lunette arrière. Plus de 1200 véhicules sortent chaque jour des murs de cette usine Toyota à Onnain. Dans la première, il y a 25 ans, le 31 janvier 2001, Delphine était déjà en poste. Elle s'en souvient parfaitement. Une Yaris rouge. On ne peut pas oublier la première Yaris rouge qui est sortie de nos lignes. On a eu une grande cérémonie, un grand lancement pour ça.
Et ça a vraiment été une grosse fierté de voir notre première Yaris sortir. Depuis, la Toyota Yaris est devenue la voiture la plus produite de France. L'usine Donat enregistre même des productions records depuis 4 années consécutives. Des résultats à contre-courant du marché de l'automobile français en perte de vitesse. Sa botte secrète, les véhicules hybrides. Dans un marché qui est un petit peu bousculé par toute l'électrification des véhicules, c'est ce véhicule qui est plébiscité aujourd'hui par les clients. Et ils veulent de l'hybride, ils ne veulent pas d'électrique aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gage de qualité, mais aussi un gage de fiabilité. Des résultats positifs qui sont de bon augure pour l'emploi. L'usine Toyota de Nain est le premier employeur privé du Valenciennois. Et donc, il fallait déloger ce match du traditionnel vendredi au samedi. Oui, le traditionnel 19h30 vendredi pour les matchs nationaux. Une question de logistique, mais surtout d'attractivité. L'explication donnée par Louison Auger, le directeur général adjoint du club du VFC. Nous, on a envoyé notre demande à la fédération en disant qu'il y avait des enjeux commerciaux, d'image et qu'il y avait une belle fête populaire à créer autour du match et de la rencontre, parce qu'il y a aussi une rencontre sportive, c'est aussi un match important pour VA avec un adversaire qui est en haut de tableau. Donc c'est aussi créer de l'attente derrière tout ça. Et du coup, décaler le match au samedi, ça permet à beaucoup plus de personnes d'être présents, notamment aux familles. Beaucoup plus simple que de venir un vendredi soir à 19h30. Donc il y a cette volonté-là. De l'amateur de foot, comme je disais, le supporter de Valenciennes qui vient habituellement, mais aussi toutes les personnes, toutes les familles qui ont cette proximité, soit avec l'usine, soit avec le club, et qui se disent c'est une bonne occasion de revenir au stade aussi pour passer un bon moment. Bon, et puis maintenant, il y a une question existentielle. Théo, est-ce qu'il reste encore des places ? Oui, il en reste. Et pour le moment, aux dernières nouvelles du club, 18 000 billets ont déjà été vendus pour la rencontre, ce qui en fera le record quand même d'affluence cette saison en national. La volonté des acteurs est donc d'attirer tous les publics, bien plus qu'autour d'un simple match de football. Mais c'est toutes des animations, toute une ambiance qui sera consacrée à ce match. Les premiers prix sont à 9 €, tarif plein. Et d'ailleurs, le tramway de Valenciennes sera gratuit pour les détenteurs d'un billet. C'est donc tous les acteurs locaux autour du match qui s'engagent pour ce match bien spécial. Un grand merci Théo, puis aussi également un grand merci à Alexis Avril pour les interviews à Valenciennes. On poursuit maintenant avec le côté sportif et les enjeux pour le VFC de ce match. Et une première information autour du club valenciennois. La commission de discipline a statué jeudi suite au débordement lors du match VFC Sochaux. Toutes les informations avec Théodore Anjon. Sanction dure de la commission de discipline de la fédération à l'encontre de Valenciennes. Ce jeudi, elle a prononcé la perte du match du VFC contre Sochaux par pénalité, soit un 3-0 infligé, ce qui entraîne par ailleurs le retrait ferme d'un point au classement pour le club nordiste. Une décision qui n'arrange pas sportivement le VFC. Autre sanction adressée, un match de suspension avec sursis de la tribune Ningesser. Pour rappel, le 15 décembre dernier, plusieurs dizaines de supporters sont descendus aux abords du terrain en fin de rencontre alors que le VFC était mené par Sochaux. Un cordon de CRS a alors été déployé et le match a été définitivement arrêté. Depuis, le club a porté plainte contre les supporters descendus aux abords de la pelouse. Suite à ces sanctions de la commission, le club de Valenciennes indique se réserver le droit de faire appel. Merci Théo pour ces précisions. Valenciennes à domicile ce samedi dans une situation qui ne se stabilise pas. Victorieux pour lancer 2026, les Rouges et Blancs sont tombés la semaine passée au Puy-en-Velay, lourde défaite 3-0. Retour en images sur la rencontre avec les équipes de RMC Sport. Nouvelle douche froide pour les joueurs de Valenciennes à l'occasion du coup d'envoi de la phase retour. Après une première période longtemps fermée face au Puy, sur la pelouse des Poneaux, les nordistes craquent. En deuxième période, la défense cède. Valenciennes encaisse 3 buts en l'espace de 40 minutes. Une nouvelle contre-performance loin de ses terres, l'équipe ayant déjà perdu ses 7 premiers matchs à l'extérieur sur la première partie de la saison. Alors repartir de l'avant, c'est l'ambition donc de VA ce samedi et ça ne sera pas simple face à une équipe qui est bien classée. Le classement justement qui s'affiche, celui au début de cette 19e journée. Valenciennes se trouve 12e, 7 points derrière Orléans,
6e. Valenciennes-Orléans et toute cette cérémonie autour de Toyota seront à suivre en direct sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Prise d'antenne à 17h15 avec les festivités sur le terrain pour les 25 ans de Toyota en Ounain. Coup d'envoi à 17h30 ce samedi donc. Valenciennes en quête de sérénité à domicile. L'équipe pourra compter sur la série négative d'Orléans, 2 défaites de suite. La préparation du match évoquée par Stéphane Moulin en conférence de presse. Difficilement, évidemment. On a eu un jour de plus pour travailler. C'était bien d'avoir pu travailler un peu plus que d'habitude. Mais ouais, dur à avaler. Un 3-0 sévère. Bon, je ne vais pas refaire le débrief du match, je l'ai déjà fait, mais avec 2 mi-temps très différentes. Donc s'inspirer de la première et essayer de ne pas reproduire la seconde. C'est un plus, indéniablement. Après, je l'ai toujours dit, c'est pas les supporters qui marquent les buts. Donc, ceci dit, je pense qu'il y aura un environnement favorable. Des gens qui ont peu ou pas l'habitude de venir, qui vont venir parce que c'est une fête de notre sponsor. Et donc, je pense qu'ils vont venir avec l'enthousiasme de la découverte ou d'assister peut-être pour la première fois à une rencontre de football. Donc à nous de nous servir de ça. Mais c'est pas ça, c'est ce qui va se passer autour. Ce qui est évidemment important, c'est ce qui va se passer sur le terrain. Et ça nous concerne exclusivement. J'ai aimé la première mi-temps, par exemple, contre Bourg, où on est à 10 tirs à 0 la mi-temps. C'est-à-dire qu'on a une maîtrise vraiment assez global et total sur la rencontre. J'ai bien aimé. On manque toujours un peu d'efficacité. Voilà, on a mis du temps à la trouver contre Bourg, mais on a fini par faire basculer le match du bon côté. Après, je suis toujours en recherche de constance, de fiabilité, dans la durée. On a fait une mi-temps, encore une fois, je l'ai dit, au puits qui était solide, dans des conditions difficiles, mais on n'a rien concédé. On a eu des occasions. Malheureusement, comme trop souvent, ça s'est pas concrétisé pour nous. Donc on en est les principaux responsables. Donc voilà, je sens que l'équipe devient au fil du temps, malgré notre dernier résultat, c'est difficile à entendre peut-être, mais je sens qu'on devient un peu plus solide, un peu plus concerné par la récupération du ballon. Mais il faut aussi que ça se traduise par une meilleure efficacité offensive quand on a les opportunités. Il faut, et c'est ce qu'on essaye de faire, on a amené des garçons qui semblent avoir un peu plus de concentration sur la durée, peut-être un peu plus de rigueur, mais voilà, ça représente quasiment la moitié de l'équipe. 4 joueurs, c'est beaucoup. Donc il faut qu'eux aussi... maintenant trouvent leur marque au sein de ce groupe et puis qu'on ait réellement, sans remettre en cause, et c'est ce que j'espère sur cette deuxième partie, c'est ne pas remettre en cause chaque week-end, chaque mi-temps les joueurs ou l'équipe en cause, parce qu'on doit pouvoir à un moment donné se dire bon voilà, on sait ce qu'on va trouver, on ne sait pas si ça va suffire, mais on sait ce qu'on va trouver quand on démarre un match. Les performances, elles doivent être un peu linéaires. Alors on peut être un peu moins bon parfois, un peu meilleur d'autres fois, mais on doit avoir un niveau en dessous duquel on ne descend pas. Et c'est là qu'est notre marge de progression. Voilà, après on n'est pas... nous, on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Hein. Contrairement à peut-être ce que certains pensent, on sait très bien qu'on est en difficulté, on sait très bien que c'est dur, on sait très bien qu'on n'est pas meilleur que nos adversaires, le classement le prouve, mais on tente à corriger tout ça et pour offrir quelque chose et ce que j'attends, c'est de la cohérence, voilà, de la cohérence dans l'organisation, de la cohérence dans les performances, pour qu'on puisse prendre un peu de plaisir. C'est une équipe qui est réputée pour sa qualité de jeu.
avec un système de jeu aussi où ils ne sont pas nombreux à jouer comme ça. C'est un 4-4-2 en losange, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent. C'est une équipe qui prône du jeu, donc qui est, comme toutes les équipes qui jouent avec des joueurs de qualité dangereuse. Ils ont des mauvais résultats, mais qui sont aussi un peu en trompe-l'œil. J'ai envie de dire que leur 3-0 qu'ils ont pris à Fleury, c'est un peu le même 3-0 qu'on a pris nous au Puy. C'est-à-dire que si on regarde le résultat sec, on dit voilà, et en fait ils ont eu des opportunités pour mener, ils ont eu des opportunités pour revenir au score, notamment 1-1. Ils ont toujours des occasions parce que il y a de la qualité. C'est quelqu'un qui a une vraie présence et l'a montré la semaine dernière. Il prend beaucoup de place, notamment dans le domaine aérien. Quelqu'un qui est capable de bonnes relances. C'est un garçon qui a été formé au milieu de terrain quand même. Il parle beaucoup. Il est rassurant. Il guide pas mal ses partenaires. Et puis quand il est dans le duel, dans l'impact, il est présent. C'est quelqu'un qui s'est d'abord très vite intégré, ce qui est une preuve d'intelligence. Quand on s'intègre facilement et rapidement, c'est qu'on est tourné vers les autres. Et donc aujourd'hui, son poids, c'est quelqu'un qui dit les choses qu'il voit. Ça paraît banal, mais c'est important. Parfois, il y en a qui voient des choses très intéressantes, mais qui ne le disent pas. Et j'ai toujours tendance à penser que quand on voit les choses et qu'on ne les dit pas, on est aussi fautif que celui qui ne les voit pas. Et lui, il dit les choses. Et c'est important d'avoir des gens qui guident sur le terrain parce que ça fait parfois gagner du temps. Et le temps dans le foot, c'est précieux. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'est intégré, qui a fait ce qu'il fallait pour être, je pense, apprécié, mais sans en rajouter, avec beaucoup de simplicité. Le joueur qui s'est présenté à la presse est une recrue, Brian Passy, arrivé cet hiver. Le défenseur a déjà joué les deux rencontres de 2026 avec ses nouvelles couleurs. Une adaptation assez rapide et facile parce que je connaissais certains joueurs du vestiaire. Beaucoup de joueurs contre qui j'ai joué aussi. Donc, plus un groupe qui vit super bien. Il y a une bonne entente entre tout le monde. L'adaptation a dû se faire aussi rapidement parce qu'on a vite enchaîné les matchs et il fallait que ça se fasse vite. Physiquement bien, je suis en train de reprendre petit à petit mes marques. Et au fur et à mesure des entraînements et que ce soit au fur et à mesure des deux matchs, je sens que ça revient bien et assez vite, donc je suis plutôt satisfait. Après Montpellier, je suis parti, j'ai fait un prêt qui n'a pas marché au Havre. Je suis rentré à Montpellier, et ensuite je suis resté 1 an, puis à Niort où j'ai démarré en Ligue 2, où je me suis installé là-bas pendant quelques années avant de partir en Israël, découvrir une toute nouvelle culture, un tout nouveau championnat qui est méconnu mais très très intéressant. Ensuite un petit passage au Portugal et maintenant à Valenciennes. Une superbe aventure, de super souvenirs parce que j'ai eu la chance de partir dans un des plus gros clubs avec Maccabi Tel Aviv et Maccabi Haïfa. Donc on parle d'un mini Marseille avec un super stade, au moins 15-20 000. On va dire le hic de cette expérience, ça a été la guerre parce que j'étais là-bas pendant le début de la guerre. Mais en soi, moi-même et ma famille, on est assez vite rentrés et la vie était assez normale. Donc c'était vraiment une expérience enrichissante. Durant la guerre, on a perdu le coach, on a perdu des joueurs qui ont eu peur de la guerre et qui ne voulaient pas rentrer. Donc c'était une année vraiment compliquée, on va dire, mais enrichissante. À l'heure d'aujourd'hui, moi, quand j'en parle, si je vous en parle, pour vous, ça vous paraît lunaire. Mais quand on y est, ce n'est pas lunaire. On va parler de bunker, d'alerte à la roquette, de devoir se mettre dans un bunker et de voir une roquette passer mais interceptée, ou avant un match, d'un coup on arrive au stade et il y a une alarme, devoir aller dans le bunker du stade, ou à la fin d'un match, un directeur sportif qui vient vous voir et qui vous dit qu'il y a l'Iran qui a attaqué Israël et que les roquettes vont arriver vers 2h du matin et que ce serait bien d'être dans le bunker vers cette heure-là. Donc pour vous ça vous paraît lunaire, et après quand on l'a vécu,
On soit à 2h du matin, on va dans le bunker, puis on va dormir. Le lendemain, on va au parc avec les enfants, sa femme et la famille qui est là, qui était venue rendre visite. Et on est dans le parc avec tous les gens qui vivent normalement. Donc, quand on y est, ça nous paraît normal. Quand je suis arrivé au Portugal, j'ai compris que c'était un peu lunaire. L'année dernière, je me suis cassé le visage. Cassé le visage ? Ouais, je me suis cassé le visage au mois de janvier. Ensuite, quand je suis revenu, il restait 4 matchs. J'ai eu une petite tendinite, donc j'ai arrêté. Et ensuite, cet été, je devais partir. Je suis pas parti. On m'a pas inscrit pour jouer. J'étais plus dans le projet, donc c'est pour ça que j'ai pas joué depuis le début de l'année. Il y avait une multitude de fractures. C'était pas juste un os cassé. J'ai eu toute la partie orbitale, la maxillaire. Ouais, c'était un beau choc. Tête contre tête, je sautais à la tête. C'était une journée pluvieuse, beaucoup de vent, parce qu'à Mafra, on est à côté d'Ericeira, donc là, le surf, tout ça, il y a toujours du vent. Le ballon est redescendu un peu plus bas que ce qu'il aurait dû redescendre, et j'ai frappé vers le bas, et en frappant vers le bas, j'ai frappé la balle qui est partie, mais mon mouvement a terminé sur l'arrière de la tête d'un coéquipier qui a sauté en arrière, lui. Donc, avec la rage de frapper le ballon, Aujourd'hui, il n'y a plus d'appréhension de mettre la tête. C'est un vieux souvenir. On n'a pas le choix. J'ai envie de vous dire, à un moment donné, si on veut jouer au foot, les appréhensions, c'est pareil que quelqu'un qui se fait un croisé ou quoi que ce soit, quoi. Il suffit de prendre le premier ballon, quoi. Quand le premier ballon arrive et qu'on le frappe dedans et qu'on voit que tout va bien, on va de l'avant. Alors moi, je suis né vers la fin de carrière de mon père. Donc ce fut une enfance tout à fait, on va dire, pas normale, mais pour moi normale. Donc j'ai grandi un peu en Espagne, j'ai grandi un petit peu en Angleterre, puis il avait démarré ses diplômes d'entraîneur en Espagne, donc on est rentré en Espagne pendant très longtemps. Donc moi j'ai grandi en Espagne jusqu'à l'âge de 7 ans. Ensuite on est rentré en France parce qu'il avait trouvé un travail, il a démarré sa carrière d'entraîneur avec Gérard Bernardet à Cannes. Et ensuite en France, moi je vivais ma vie tranquillement pendant que lui travaillait dans ses différents métiers, quoi. Mais c'est rien de particulier en soi, c'est une vie de père, de fils, comme tout le monde. Moi j'étais déjà venu à Lille le voir plusieurs fois. J'ai joué contre Lille avec Montpellier, en plus j'étais sur le banc. Mon frère a étudié à Lille pendant 5 ans, donc la région du Nord, on la connaît, et c'est une très belle région d'ailleurs, et des belles personnes. Donc il me l'a vanté, il m'a donné des conseils pour combattre le froid, et voilà, quoi. C'est vrai que j'ai un peu plus d'expérience que quand j'ai démarré. J'ai de l'expérience à un niveau légèrement supérieur, j'ai de l'expérience à l'étranger, j'ai des visions de jeu très ouvertes sur le football d'aujourd'hui. Et c'est clairement, oui, athlétiquement, j'essaie d'apporter cet impact et ce mental, on va dire, de sudiste et de gagneur que j'ai depuis très jeune, et pour essayer qu'on arrive à gagner plus de matchs, quoi. Valenciennes-Orléans, c'est donc ce samedi à 17h30 sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Le reste de l'actualité football du week-end, juste avant le match de Valenciennes de la Ligue 2, Dunkerque reçoit Annecy à 14h, et le soir même, le déplacement de l'USBCO à Saint-Etienne. Dimanche, un gros défi pour le LOSC qui ira sur le terrain de Lyon. Rendez-vous à 19h lundi dans COP Nord pour débriefer les rencontres des clubs de la région. Bon week-end et bon match au VAFC.